Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, merci d'être avec nous, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio, le matin entre 10h30 et midi et demi, Parlons Vrai chez Bourdin. Nous avons abordé la question, ce qui se passe à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec des témoignages, mais Vincent a voulu réagir. Alors, je continue à donner la parole à celles et ceux qui ont envie de réagir. Pourquoi ? Parce que vous êtes prioritaire dans cette émission. Nous allons évidemment ouvrir un autre débat dans quelques minutes qui n'a strictement rien à voir. Quelles mesures pour limiter l'impact du porno chez les jeunes ? Vous voyez que c'est très éloigné du premier sujet. Néanmoins, je voudrais que Vincent soit avec nous et témoigne. Bonjour Vincent, vous êtes dans l'Hérault, vous êtes artisan. Bonjour Vincent. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour aux auditeurs. Et merci d'être avec nous le matin sur Sud Radio, Vincent. Ah ben tous les matins je vous écoute, même toute la journée j'écoute Sud Radio. Ah bon, vous écoutez toute la journée, bon, vous avez bien raison, oui. Vincent, vous avez bien raison. Bon Vincent, vous avez peur que ça finisse en ZAD ? C'est le risque, hein ? Ah mais ça, oui, ça risque de finir en ZAD, mais comment des gens peuvent aller sur des terrains privés pour manifester, pour casser ? Et je ne comprends pas, ils sont complètement... On a une sécheresse, on nous dit il y a des... Ça va aller de pire en pire, mais comment on fait si on ne peut pas réserver, si on ne peut pas conserver un peu d'eau ? Oui. Alors, Vincent, je voudrais apporter quelques précisions. Ceux qui sont installés sur place sont installés sur un terrain qui appartient à un agriculteur qui leur a prêté le terrain jusqu'en juin, qui soutient ceux qui manifestent. Mais en même temps, il y a eu des dégradations sur des bâtiments et sur des terrains d'agriculteurs qui, eux, sont opposés à cette manifestation, évidemment. Voilà. Oui, je voulais que tout ça soit précisé. Vincent. Oui, mais bon, ça finira, c'est malheureux, mais ça finira par des morts, quoi. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils doivent en avoir. Ça rappelle un peu Sivins. Vous vous rappelez de Sivins ? Oui, mais regardez Sivins, cet été, ils ont été en sécheresse, ils ont perdu le tiers de leur récolte. Oui. Alors qu'il y aurait eu ce barrage à Sivins, en plus c'était de l'eau de pluie. Oui. Cette eau de pluie, elle part dans les rivières qui partent dans la mer, c'est perdu. Il y a des millions et des millions de mètres cubes qui sont perdus. Et il y a des gens qui se disent écolos, qui comprennent. Alors on est en réchauffement climatique, en sécheresse, mais ils ne veulent pas qu'on garde d'eau. Ces gens sont vraiment hors sol. Ils sont hors sol de chez hors sol, quoi. Et parce qu'en plus, les réserves d'eau, là, ça va servir pour l'agriculture, mais en cas d'incendie, les pompiers ils vont pouvoir puiser dedans. En cas qu'il y a des villages qui n'ont plus d'eau, on pourra prendre cette eau pour la traiter et la envoyer dans les canalisations. Je ne comprends pas ces gens, quoi. C'est vraiment des anti pour être anti. Et après, ils vont manger du soja qui vient du Brésil, quoi. C'est ceux qui m'espantent quand j'entends des gens comme ça. Et ils veulent manger des insectes. Moi, j'ai pas envie de manger des insectes, ni des graines. J'ai envie de me nourrir normalement. Merci là, Vincent. Juste un truc, il parle qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus d'élevage en batterie et que c'est pas bien. Et les élevages qui sont dehors, qui sont en pleine nature, ils se font attaquer par les loups. Ah, mais il faut pas tuer les loups. Il faut pas se protéger contre les loups, c'est naturel, le loup. Je pense que ces gens ont un problème psychiatrique. Je vous le dis, je leur dis, en face, je leur dis, ils ont des problèmes psychiatriques. Merci Vincent. Dans tous les cas. Et merci d'intervenir. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Vincent ? Ce n'est pas compliqué ici. 0826 300 300. Parlons vrai. On se dit les choses et nous aurons l'occasion évidemment de revenir sur ce qui se passe à Sainte-Soline. Bien. Il est 11h07. Ouvrons notre débat contradictoire quotidien entre 11h et midi. Et ce matin, je pose une question sur le porno chez les jeunes, autour du porno chez les jeunes, avec la volonté de la secrétaire d'État à l'enfance, Charlotte Cobel, la volonté d'obliger à l'utilisation d'une carte bleue pour pouvoir consulter du porno. Est-ce une bonne solution ou pas ? Parce qu'il y a d'un côté évidemment l'intérêt de l'enfant et de l'autre la liberté de l'adulte. On est finalement dans ce débat entre l'intérêt de l'enfant et la liberté de l'adulte. Je suis avec Armelle Le Bigot-Macot, qui est présidente du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous représentez 53 associations de protection de l'enfance. Vous êtes présidente également de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Bien. Alors, Armelle Le Bigot-Macot, nous avons avec nous aussi avec nous Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, auteure du rapport Porno, l'enfer du décor. C'est un rapport du Sénat. Et puis, nous aurons aussi Thomas Romer, qui est fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, une des 3 associations de protection de l'enfance qui ont saisi l'Arcom pour réclamer un blocage de 5 sites porno. Bien, Armelle Le Bigot-Macot, la solution préconisée par Charlotte Cobel est-elle la bonne ? Alors, tout d'abord... Une carte bleue pour pouvoir consulter un site porno. Oui, alors, donc je ne vais pas, là, pour le coup, m'exprimer en tant qu'ACPE, prostitution, mais en tant que COFRAD, présidente du COFRAD, les fameuses 53 associations, parce qu'on a saisi, le COFRAD a saisi avec l'Open, effectivement, a fait cette saisine. Alors, aujourd'hui, la position de Charlotte Cobel, elle est, à minima, la meilleure. C'est-à-dire qu'effectivement, à date... on n'a pas encore trouvé de solution, et c'est justement ce qu'on veut essayer de faire, c'est de faire en sorte que, effectivement, les gens se mettent autour d'une table et qu'on puisse trouver autre chose que, en effet, peut-être, l'utilisation de la carte bleue qui peut gêner, on le comprend très bien. Cela étant, moi, en tant que président du COFRAD... Ça gêne les adultes, ça peut gêner des adultes. Ça peut gêner des adultes, mais moi, dans ma position de président du COFRAD, ce qui m'importe... évidemment, ce sont les enfants. Ce sont évidemment les droits des enfants, la protection de l'enfant, et croyez-moi... il y a des incidences incroyables du fait que oui, on va en parler, mais je veux dire, c'est aussi ce qui justifie notre position, c'est de dire, priorité à la sauvegarde des enfants pour lesquels ça a des effets dévastateurs. Des effets dévastateurs. Laurence Rossignol, vous êtes là ? Oui, je suis là, bonjour. Oui, bonjour Laurence Rossignol. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste et auteur du rapport Porno, l'enfer du décor. Alors, je vous pose aussi la question, simplement. Vous êtes favorable à cette idée ? Écoutez, je pense que partir de la solution, ouvrir le débat par la solution technique de la carte bleue, me paraît faire l'impasse sur le pourquoi on en arrive à discuter de ça. Pourquoi on en arrive à discuter de ça ? 90% des mineurs de 18 ans sont exposés à des images porno. Ces images porno ont des conséquences sur leur représentation de la sexualité et sur la manière dont ils pratiquent la sexualité. Ces images porno ont des conséquences sur la représentation des adultes également. À partir de là, et en sachant qu'une loi a été votée en 2020 qui impose aux sites pornographiques de respecter une interdiction d'accès aux mineurs et que cette interdiction n'est pas respectée, les premières questions que nous devons nous poser collectivement, c'est est-ce que nous sommes tous d'accord pour limiter et rendre difficile l'accès des mineurs aux sites porno ? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est toxique pour eux ? Et est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut chercher des solutions ? À partir du moment où on est d'accord sur ces 3 postulats, ce qui doivent être, à mon avis, l'essentiel de notre discussion, les solutions techniques découlent de ça. Moi, si vous voulez, on me dit « Ah, ça va embêter les majeurs qui n'ont pas de carte bleue ». Mais vous savez, il n'y a pas de droit à l'image pornographique dans notre société. On a des droits, on est des citoyens, on a le droit de vote, on a un certain nombre de droits sociaux, mais le droit à regarder des films porno, je ne le connais pas, celui-là. Donc, je ne vais pas partir de la question de savoir si ça va embêter des majeurs, je vais partir de la question de est-ce que cette industrie est utile à notre société ? Est-ce que sa toxicité n'est pas dangereuse pour nous tous, et est-ce que nous ne devons pas protéger les mineurs et aussi les femmes et les adultes majeurs de cette industrie pornographique. Donc la solution carte bleue, c'est une solution, elle doit être techniquement encore travaillée, et surtout la question c'est quelle est la sanction à l'égard des sites qui ne respectent pas l'obligation qui est la leur d'empêcher l'accès des mineurs. Quelles sanctions on peut avoir contre eux ? Il y en a toute une série, on peut retrait des vidéos, fermeture des sites, écran noir. Nous faisons, nous, avec mes collègues du Sénat, des propositions pour compliquer la vie de l'industrie pornographique et protéger les mineurs. Je comprends très bien, Laurence Rossignol, mais aujourd'hui, apparemment, malheureusement, eh bien, on n'arrive pas à mettre à l'abri les enfants des sites pornographiques. On ne les met pas à l'abri. Je ne sais pas pourquoi, vous allez me dire pourquoi, parce que vous connaissez le sujet bien mieux que moi. Aujourd'hui, les enfants ont accès à des sites pornographiques.
Pourquoi est-ce que les enfants ont accès à des sites pornographiques aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les diffuseurs, les gestionnaires de ces sites ont choisi délibérément de ne pas respecter la loi, parce que la loi leur complique la vie, parce que la loi complique leur business, parce que c'est tellement simple pour eux. Vous savez, si vous allez voir sur un site pornographique, vous avez une première question qui vous est posée, c'est est-ce que vous avez ou non plus de 18 ans? Il n'y a pas besoin d'avoir 18 ans pour cliquer sur la réponse « oui, j'ai plus de 18 ans ». Et à partir de là, n'importe qui a accès à une quantité d'images qui sont des images dont doivent être protégés les enfants et dans un certain nombre de cas aussi les adultes. D'ailleurs, sont des images qui sont très déstabilisantes pour tout le monde et qui d'ailleurs révèlent des scènes qui ont été tournées dans une atteinte totale à la dignité des femmes et des êtres humains qui ont tourné ces scènes. Donc pour le moment, ils ne veulent pas appliquer la loi. Donc nos questions à nous, législateurs, et avec le gouvernement, c'est comment on les contraint à appliquer la loi, comment on les contraint à passer sous les fourches de cette interdiction au moins de 18 ans. Et puis après, il y a toute une série de questions sur les contenus pornographiques, parce qu'il y a d'autres infractions, il n'y a pas que celle-là. Bien, mais je voudrais me concentrer sur les enfants pour l'instant. Et Thomas Romer est avec nous, fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Les enfants sont malheureusement, Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Sont malheureusement exposés de plus en plus jeunes. Hein, Thomas Romer. Ils sont exposés de plus en plus jeunes, ça c'est indéniable, même si il faut reconnaître que ce sont des chiffres qui sont difficiles à obtenir en tenant compte notamment de la loi, parce qu'aujourd'hui la loi nous interdit d'aller interroger des enfants mineurs sur ces questions sans la présence de leurs parents. Donc vous voyez bien qu'on a aussi une difficulté à obtenir des chiffres qui soient réellement fiables. Pour autant, on constate, nous, sur le terrain et de longue date, qu'en effet, les choses ont plutôt tendance à empirer, puisque nous, il y a de ça 7 ans, quand on s'est emparé du sujet, grâce à Madame Rossignol, que je salue et que je remercie, eh bien, nous avons également constaté qu'à l'époque, on nous demandait d'intervenir essentiellement dans les collèges et les lycées, et maintenant, on nous demande d'intervenir en école primaire. Donc, on voit bien que la situation a tendance à se dégrader. Les sites pornographiques, comme le dit Laurence Rossignol, ne jouent absolument pas le jeu. J'ai assisté moi-même à cette audience qui a eu lieu en septembre, puisqu'elle faisait suite à une saisine que nous avons entreprise avec le COFRAD et l'UNAF, et on a assisté à un grand n'importe quoi au niveau de ce qu'ont pu dire les avocats de ces sites, c'est-à-dire que ils se réfugiaient tantôt derrière les avis de la CNIL, tantôt derrière des avis émanant d'autres institutions françaises. Et aujourd'hui, la question que vous posez, Jean-Jacques, elle est tout à fait légitime. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre en place ces interdictions d'accès? Je rappelle juste qu'aujourd'hui... C'est la question que se posent tant de parents aujourd'hui. Tant de parents. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à m'aider? Je me mets à la place d'un père ou d'une mère, à m'aider à faire en sorte que mon enfant, mon fils ou ma fille n'aille pas sur un site porno. Mais si vous voulez, derrière, il y a aujourd'hui quelqu'un qui tient un sex shop à Pigalle, s'il laisse rentrer un mineur dans son sex shop, il peut risquer de partir avec des menottes et se prendre une grosse amende. Moi, je dis, cette loi, elle doit s'appliquer également à ces plateformes qui ne cessent de la piétiner avec beaucoup d'arrogance, puisque même aux États-Unis, ils se revendiquent comme étant les principaux vecteurs d'une éducation sexuelle, en faisant des campagnes de communication. Et on voit bien que tout ça est une vaste hypocrisie venant des plateformes et qu'il est temps de taper du poing sur la table. Et c'est pour ça que nous, même si la solution n'est pas parfaite, on soutient l'initiative de Charlotte Cobel dans la mesure où elle fait preuve de pragmatisme et elle répond surtout à un besoin premier de protéger les plus jeunes. Les plus jeunes, évidemment. Dès l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est là où... Parce que si vous voulez, il y a un double débat. Il y a comment protéger les plus jeunes de cette facilité d'accès en 2 clics. Et là, il y a aussi, me semble-t-il, des enjeux éducatifs à réfléchir quand on équipe son enfant en smartphone. Parce que derrière, c'est aussi la porte ouverte pour le meilleur, mais pour le pire. Et puis pour les adolescents, tous les adolescents du monde ont toujours cherché à aller regarder des films porno, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une éducation sexuelle en France qui est au point mort et qu'il n'y a pas de contre-discours qui est proposé aux adolescents. Oui, et que qui est donc au point mort à l'école notamment. Bien, je vous interromps parce que je suis obligé d'observer une petite page de pub.
On revient sur le sujet. Je rappelle simplement, que il y a un rapport sénatorial. Et évidemment, Laurence Rossignol est là pour en parler, qui a été publié le mois dernier, qui nous dit quoi ? 36% des garçons ont été exposés à des images pornographiques avant l'âge de 13 ans. Un tiers des garçons de moins de 15 ans se rend chaque mois sur un site pornographique. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio, 11h19. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, aidez-nous. Dites-nous, comment faites-vous avec vos enfants pour éviter la vision de sites porno ? Est-ce que vous les avez surpris en train de le faire ? Racontez-nous, 0826 300 300. Le porno trop jeune est un danger. Pour protéger les enfants, faut-il toucher à la liberté des adultes ? C'est la question aussi posée. Alors, nous avons plusieurs invités, je le rappelle. Armelle Le Bigot-Macot, je parlais des parents, mais je me mets à la place des parents. Comment faire ? Alors déjà, ce que je voudrais expliquer aux parents, et ça m'ennuie de leur enlever leurs illusions, mais ça n'est pas à la maison qu'on regarde ce genre de spectacle. C'est effectivement avec les copains, dans la cour de récré, puis on s'en vante avec un copain, justement, une copine. L'impression qu'il y a un peu d'interdit, et puis on le fait en groupe. Moi, ce que je voulais dire aux parents, c'est qu'ils ne s'abritent pas trop derrière les contrôles parentaux qui existent, et beaucoup les mettent en place, parce que les enfants les détournent avec une facilité considérable, et ça aussi, il faut que les adultes le réalisent. C'est-à-dire, ils sont à plusieurs, ils sont capables de déjouer complètement ces fameux contrôles parentaux. Donc, ce que je voulais dire, et je rebondis quand même pour, là encore, alerter les parents sur ce que disait Laurence Rossignol tout à l'heure, c'est-à-dire que les effets délétères de cette vision sont effroyables. Enfin, je ne vais pas parler d'imposition tout de suite, mais je vais parler juste de ce que nous, on entend des enfants qui ont une représentation, une domination, mais c'est vraiment la domination masculine, et puis c'est le côté performance. On a complètement oublié le sentiment affectif. On est dans la performance, on est dans la technique surtout, c'est-à-dire que ça devient un acte complètement technique. D'autant plus que ce n'est pas contrebalancé par une éducation sexuelle à l'école, ce que disait Laurence Rossignol, et Thomas, et c'est vrai, qui ne serait pas suffisante non plus, parce que 3 séances par an que les enseignants ne sont pas préparés à faire, c'est très difficile d'aborder ces sujets. 3 séances par an de relations affectives et sexuelles, ça serait déjà pas mal que ce soit mis en œuvre, mais à la décharge des enseignants, je crois qu'en effet, ils sont mal formés pour ça, et ont du mal à mettre ces sujets en route. Thomas Romer, rappelez-nous les dégâts de la vision de sites pornographiques quand on est très jeune. Thomas Romer. Écoutez, les psychologues avec lesquels on travaille nous disent qu'un enfant de 7-8 ans qui tombe sur ce genre de contenu, ça fait une effraction psychique qui est assez importante, surtout que souvent, quand ils sont tout petits, ils n'ont pas été chercher ces images, donc elles arrivent un peu de manière impromptue sur l'écran, en allant sur un site de streaming ou en tapant comment faire des bébés dans Google. Et du coup... on sait très bien qu'un enfant de cet âge-là, quand il reçoit ces images, il n'est pas capable de les décrypter, de les comprendre, et ça vient occasionner une véritable effraction psychique qui, en plus, a un effet complètement pervers dans la mesure où les enfants ont souvent l'impression, quand ils sont petits, d'avoir commis une bêtise, d'avoir fait quelque chose de pas bien, et ils n'en parlent pas aux adultes, parce que ils n'en parlent pas à leurs parents. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de pas bien. Et c'est là qu'on sait très bien que le traumatisme rentre en ligne de compte et que ça fait en effet des dégâts importants. Moi, j'ai déjà eu plein de témoignages de jeunes enfants qui me disaient qu'ils n'avaient pas dormi pendant plusieurs semaines. Alors, Laurence Rossignol, pour protéger les enfants, faut-il toucher à la liberté des adultes ? Ouais. La raison pour laquelle on a tel problème aujourd'hui avec l'accès au porno, c'est que le porno a changé aussi depuis les années 2000. Depuis Internet, depuis la création des tubes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre les illustrations des dessins de Marquis de Sade et ce qui est aujourd'hui diffusé sur Internet. D'abord parce que la puissance de l'image est beaucoup plus frappante et choquante pour les esprits que ne l'est une illustration ou même un récit pornographique littéraire, entre guillemets, écrit. Là, la puissance de l'image est choquante et donc le porno a changé. Ce qui a changé dans les contenus, c'est qu'on a maintenant en France 19 millions de visionnages uniques par mois.
19 millions de personnes. 19 millions 19 millions, vous voyez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait combien de... Je vous coupe, Laurence Rossignol. Est-ce qu'on sait combien de Français vont chaque mois sur un site pornographique? On sait combien il y a de vues uniques. Combien de vues? De vues. Alors, on ne sait pas si c'est... Il y a des gens qui consomment toute la journée, toute la nuit. Il y a des addicts, il y a des addictions au porno, comme on a des addictions aux jeux ou à des substances diverses. Il y a mais on sait que c'est quand même aussi près d'un tiers, un peu moins d'un tiers du flux Internet mondial et des dizaines de milliards de dollars de business. Donc, il faut arrêter de regarder le porno du point de vue d'une liberté individuelle. D'autant que les contenus, c'était aussi mon propos, ont changé, parce qu'à partir du moment où il y a une telle consommation et qu'il faut renouveler en permanence le goût du consommateur pour qu'il ne se lasse pas, donc de plus en plus de femmes sont attirées pour tourner des films porno, et les scènes sont de plus en plus excessives, de plus en plus trash, de plus en plus violentes. Et d'ailleurs, les réalisateurs l'assument très bien. Les réalisateurs vous disent, nous on les a interrogés au Sénat, qui s'adaptent à la demande du consommateur. Si le consommateur veut du trash, il y a du trash. Et on ne peut pas dissocier les contenus de la toxicité. Or, ces contenus ont changé. Je vais prendre un exemple qui pour moi est très important aussi du point de vue des enfants. Quand vous allez sur un site porno, vous avez des rubriques. Vous avez des rubriques beurette, interraciales, et puis vous avez la rubrique en famille. En famille, c'est de la promotion, de l'apologie de l'inceste. C'est-à-dire que c'est le beau-père avec la belle-fille, les cousins adultes avec des jeunes. Vous avez de l'apologie de l'inceste, vous avez de l'apologie du racisme, divers et variés. Donc là, le niveau de toxicité est très élevé de ces sites porno. Alors, bien entendu, les parents d'abord n'ont pas conscience de ce que les gamins regardent, pour commencer, parce que quand on n'est pas allé voir, on ne sait pas. Je ne voudrais pas vraiment gâcher la journée de tout le monde, mais les sites zoophilie, mais c'est hallucinant ce qu'on peut accéder sans aucun filtre, sans rien du tout. Vous tapez zoophilie et vous tombez sur des choses insensées. Donc, tout ça est à mettre en lien. Moi, je l'ai dit tout à l'heure assez poliment, il n'y a pas de droit à visionner des images racistes, violentes, faisant l'apologie du viol, portant atteinte à la dignité des femmes, portant atteinte à la dignité des personnes noires, des personnes arabes, des personnes asiatiques. Il n'y a pas de droit à ça. Donc, quand on m'oppose la liberté du consommateur avec la protection des enfants, ça ne rentre même pas dans mon raisonnement. Non, mais c'est vrai, mais pardon de vous dire, je vous coupe, les images racistes ou violentes, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux tous les jours pour en trouver, hein. Oui, mais voyez-vous, Jean-Jacques Bourdin, si je prends l'exemple de l'apologie du terrorisme. Oui. Quand le gouvernement, en 2015, à la suite des attentats, s'est mis en tête de les chercher et chasser les images d'apologie du terrorisme. Il y a Pharos, qui est un organisme gouvernemental, qui est chargé de le faire, et les vidéos sont retirées très rapidement, alors que les vidéos de pornographie restent indéfiniment sur le net, parce qu'on considère probablement que l'apologie du viol est moins grave que l'apologie du terrorisme. Alors, je ne vais pas comparer les deux, mais l'apologie du viol chez un enfant, c'est très grave. C'est très grave, parce que les scènes de viol dans les films porno, il y a deux catégories, celle où l'actrice est réellement violée, elle n'était pas consentante, et puis il y a des scènes qui sont des scènes où l'actrice semble consentante. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin de la scène de viol? L'actrice est très contente. Donc, conclusion d'une scène de viol, ça rend la victime heureuse d'avoir été violée. C'est contre tout ça qu'on s'est dirige. Alors, sur les techniques, il y a premièrement le fait d'installer un contrôle parental a priori sur les terminaux. Je vous coupe, il est déjà 11h30, ne vous inquiétez pas. Je vous redonne la parole juste après parce que j'ai des horaires de pub, malheureusement, qui coupent, ou heureusement, c'est comme ça que nous vivons. Hein. Il est 11h30, nous observons une petite pause. Ensuite, nous nous retrouvons et d'ailleurs, nous aurons le témoignage de Sandra qui nous raconte que sa fille est tombée sur des images porno quand elle avait 10 ans. Une fois à l'école et une autre fois chez Sandra sur l'ordinateur, une pub porno s'est affichée comme ça. Ça l'a marqué. Sandra nous racontera. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. 11h31. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons le témoignage, c'est passionnant, hein, c'est passionnant cette réflexion et c'est indispensable, me semble-t-il. Nous avons le témoignage de Sandra qui est dans le Vaucluse. Bonjour Sandra.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Je suis contente de pouvoir être à l'antenne pour enfin donner mon opinion sur ce qui se passe. On est complètement effrayés, nous les parents, on ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces images porno qui tournent sur même quand on n'a pas envie, il y a des flashs qui arrivent. Et moi, ma fille a eu ça autour de CM2 sur son ordinateur, effectivement, en regardant des vidéos sur YouTube. Elle est tombée et elle a été vraiment choquée, on peut le dire. Alors, elle est venue vous voir, voir, Sandra, non? Pas dans un premier temps, malheureusement. Non, pas dans un premier temps. Et ensuite, avec les petites copines, je sais qu'il y a eu, quand elle venait à la maison, les petites copines, ou quand elle allait chez ses amis, voilà, elles ont sûrement par curiosité dû cliquer, et effectivement... Mais comment l'avez-vous découvert, Sandra ? Parce qu'elle est venue après. Au bout d'un moment, je voyais que ça n'allait pas, elle se sentait pas bien, et donc elle est venue m'en parler. Et avec son papa, on a été extrêmement choqués. Donc on a dû effectivement avoir des discussions avec elle pour la calmer par rapport à tout ça. Et il y a eu des conséquences effectivement psychologiques, je dois le dire. Voilà. Et là, je me demande. Alors nous, on nous dit oui, mais il faut surveiller les enfants, il faut mettre un contrôle parental. Mais d'abord, c'est très difficile de mettre un contrôle parental parce que on n'arrive pas à doser. Hein, je ne sais pas si les parents m'écoutent et sont au courant de ça et ils le savent. C'est très difficile. Les contrôles parentaux, quand on les met sur les ordinateurs, ça bloque à peu près pour tout. Après, dès qu'il y a un mot qui dépasse, etc. Donc, c'est pas facile à gérer. Et donc, le mieux, moi, je pense, c'est vraiment le discours des parents, des encadrants, aussi bien à l'école que même dans la famille, qu'on puisse avoir des discussions là-dessus et que les enfants s'autocensurent eux-mêmes. Et là, aujourd'hui, maintenant, elle est plus grande. Et effectivement, elle s'auto-censure, elle n'a plus de problème avec ça, et ça va beaucoup mieux. Mais on a dû quand même passer par la case. On est même allé voir, consulter un professionnel, une psychologue, pour essayer de s'enlever toutes ces images très violentes, parce que la pornographie aujourd'hui en France, c'est vraiment d'une violence extrême, c'est dégradant pour la femme, et ça, c'est vraiment pour les publics avertis. Donc, merci voilà. Sandra, merci pour votre témoignage, Sandra. Vous voulez réagir ? Oui, moi je voudrais réagir et bravo Sandra de témoigner, parce que c'est dur aussi pour les parents d'admettre qu'on est démunis, et c'est d'autant plus difficile que là, c'est l'éternel sujet, on touche à la sexualité, et c'est vrai que la sexualité, ça a toujours été difficile à aborder avec les enfants, mais aujourd'hui ça l'est encore beaucoup plus, et je disais tout à l'heure, non pas pour décharger les enseignants de leur rôle, mais que c'est très difficile en face d'une classe de 30, 28 ou 30 élèves, d'aborder des sujets sur lesquels les 3/4 des enseignants pensent que leurs enfants, leurs élèves sont plus aguerris qu'eux-mêmes. Alors moi j'ai l'impression qu'il n'y a aucune restriction législative dans cette affaire. Je vais en parler avec Laurence Rossignol, mais c'est pour ça que je voudrais qu'on passe aux solutions, aux décisions. Je vais même plus loin, qu'il faut prendre, et que la force publique, que l'État doit prendre, parce qu'il y a une protection aussi, protection de l'enfance, mais aussi protection des futurs adultes. Alors, l'histoire de la carte bleue, je voudrais y revenir, puis on élargira. L'histoire de la carte bleue, je lis ce que dit Charlotte Cobel, qui est secrétaire d'État donc à l'enfance, qui dit « On nous oppose que ce ne serait pas un filtre parfait, mais déjà, si on peut protéger 30 à 40% des mineurs, soyons pragmatiques. Mon enfant, quand il utilise sa carte bleue, j'ai une alerte. Je verrai si c'est sur YouPorn ou sur McDo, a expliqué la secrétaire d'État. Elle a raison, non, Laurence Rossignol ? Elle a parfaitement raison. Moi, je soutiens l'option carte bleue parce qu'effectivement, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. Je pense que c'est pas forcément totalement efficace, bien sûr. 100% efficace, mais c'est déjà ça. C'est un premier pas. Maintenant, c'est un premier pas, une première étape. Oui, c'est un premier. De toute façon, il faudra plusieurs technologies. Mais nous, ce qu'on a fait avec mes collègues sénatrices, c'est qu'on a proposé des pistes de solutions. La carte bleue en est une. Moi, je suis aussi favorable à l'écran noir pour les sites porno. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès. Aujourd'hui, vous cliquez dessus et vous pouvez, avant même d'avoir payé, regarder beaucoup d'images. D'accord. Voyez-vous ?
Moi, je suis pour un écran noir, qu'il n'y ait pas de publicité des sites porno, par exemple. Et puis ensuite, il faut donc la carte bleue, l'écran noir, le contrôle parental a priori sur tous les appareils terminaux. L'éducation à la sexualité, c'est indispensable, mais je crains que ce ne soit pas suffisant face à la puissance de l'image comparée à celle du discours. J'ai écouté Sandra tout à l'heure, sa fille a beaucoup de chance parce que ses parents ont pu parler de sexualité avec elle. Mais on n'est pas tous égaux en la matière. Il y a des familles dans lesquelles on ne parle pas de sexualité. On n'envisage pas de parler ça avec les enfants. Il y a des tabous. Dans les familles où on parle, ça va être plus facile de lever ce qui s'est passé. C'est un viol psychique quand même, les images pour les enfants. Oui. Voilà. Donc toutes ces solutions-là. Et puis ensuite, il faut aussi... ces sites sont en infraction pénale, pas simplement à la loi de 2020 sur l'impossibilité d'accès pour les mineurs, mais ils sont aussi en infraction pénale sur tout un tas d'autres infractions qui sont l'apologie, je l'évoquais tout à l'heure, apologie du viol. Et il faut aussi contraindre ces sites à ne plus produire d'images aussi violentes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer que des gens, fussent-ils adultes, aillent voir des images qui sont des images d'atteinte à la dignité humaine. C'est toxique aussi dans le cerveau des jeunes, des futurs adultes et des adultes également aujourd'hui. Donc il faut un vrai plan. Nous, c'est ce qu'on a demandé au gouvernement. Nous, on est sénatrices, on n'a pas tous les outils technologiques qu'a le gouvernement. Un vrai plan global. Un vrai plan de lutte, un plan global. Voilà. Alors, Thomas Romer, vous êtes d'accord avec Laurence Rossignol, un vrai plan global ? Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le plan, il avait, le président de la République avait tenu un discours en ce sens lors des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'UNESCO. Avec Armel Le Bigot-Macot, on l'a rencontré à l'Élysée, il nous avait assuré de son soutien sur ce sujet. Je pense que aujourd'hui tout le monde, quel que soit, et c'est à saluer les partis politiques et les appartenances des uns et des autres, et va plutôt dans le même sens. Et il faut qu'on aille maintenant plus vers du pragmatisme. Et moi, j'avoue que sur la saisine que nous avions entreprise, on a été assez surpris de cette décision de la justice qui, alors que une autorité de régulation est saisie par des associations de protection de l'enfance et réclame uniquement l'application de la loi, la justice réclame une médiation. Alors moi, c'est ce que j'avais dit à ce moment-là. Si on met de la médiation partout, c'est très bien, mais on pourrait très bien reproduire ce schéma partout. Donc on va demander aux commissaires de police de faire une médiation avec les dealers qu'ils arrêtent pour dire tiens, t'aurais dû mettre un peu moins chargé ta barrette, etc. Enfin, on marche sur la tête. Alors je rappelle, puisque vous l'évoquez, je rappelle ce qui s'est passé. 5 sites pornographiques ont été convoqués devant la justice après une saisine de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, qui leur reproche de ne faire aucun effort pour empêcher les mineurs d'accéder à leur contenu pornographique. Le site Pornhub affirmait alors devant le tribunal judiciaire de Paris que la vérification de l'âge des usagers se heurte aux lois sur la protection de la vie privée. Voilà. Oui, et puis ils ont brandi ça. C'est leur argument. Mais ils ont brandi ça pendant l'audience. C'est pour ça que nous, on est favorable à ce que la loi change. C'est-à-dire qu'on fait des propositions, par exemple, on pense que l'ARCOM, plutôt que de devoir saisir la justice, puis engager une procédure judiciaire, devrait avoir le pouvoir administratif d'infliger des sanctions grâce à des agents assermentés de l'ARCOM. Deuxième proposition, il existe le système Pharos. Le système Pharos, c'est le terrorisme. Système terrorisme et pédocriminalité. Et pour des vidéos de pédocriminalité également. Il faut faire rentrer dans les compétences de Pharos les contenus pornographiques portant atteinte à la dignité des êtres humains ou étant accessibles par des mineurs. Il faut qu'on se dote d'outils administratifs plus rigoureux. Et l'histoire de la liberté, enfin, bon, j'ai dit ce que je pensais de l'opposition. Vous savez, dans nos civilisations, il y a des libertés qui ont été atteintes par le législateur parce qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'idée que nous faisions de la justice. Je vais vous prendre l'exemple le plus simple. Quand à un moment donné, il a été décidé qu'il n'était plus possible de laisser les gens se provoquer et se battre en duel. Ils étaient consentants pour se battre en duel, ils étaient d'accord. Puis un jour, la loi a dit non, le duel est interdit. Et on a là porté atteinte à une liberté individuelle qui était celle de se battre en duel. Et pour la pornographie, il faut qu'on réagisse de la même façon, qu'on raisonne de la même façon. Il faut porter atteinte à ce qui est une fausse liberté individuelle, qui est en réalité un poison de nos sociétés.
Bien, oui, vous vouliez ajouter quelque chose. Oui. Rebondir sur ce que dit Laurent, c'est-à-dire que ce que ça met en place dans le mental et le psychisme des enfants, c'est vraiment la domination masculine. C'est pour ça que je crois qu'en effet, il faut insister là-dessus. Ce rapport de force n'est pas du tout installé dans la pornographie et que malheureusement, ça laisse des traces terribles après dans le psychisme des enfants. Donc je parle même pas là du grand débat l'égalité homme-femme. Je parle de cette vision qui est une vision de rapport de force au détriment effectivement des filles, des petites filles et des femmes qui s'installent sur la durée. Voilà, ça, bien, vous avez entendu le témoignage de Sandra tout à l'heure. Si vous avez un témoignage comparable à nous apporter, n'hésitez pas, 0826 300 300. N'hésitez pas, on en parle librement parce que c'est pour le bien de vos enfants aussi. Et puis pour aider d'autres parents qui sont un peu perdus, désorientés, qui ne savent plus que faire face à ce phénomène quand ils le découvrent. Il est 11h44. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h48, depuis ce matin, nous évoquons évidemment les dégâts du porno chez les enfants, chez les mineurs. Vous savez que la secrétaire d'État à l'enfance envisage de conditionner l'accès au site internet pornographique aux détenteurs d'une carte bleue. J'ai en ligne Nikita Bellucci, qui est actrice X porno. Bonjour Nikita Bellucci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée, c'est très bien, mais en toute honnêteté, je trouve qu'on propose beaucoup de choses et j'ai l'impression que rien n'est mis en place concrètement maintenant. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, mais le problème est toujours d'actualité. Alors, comment faire pour protéger les enfants, selon vous, Nikita Bellucci? Que faire pour protéger les enfants? Alors, étant moi-même maman, oui. c'est simple. C'est que déjà, en premier temps, il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas de téléphone portable avant quel âge? Avant 12 ans. Oui, voilà. Avant 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, on peut être tout de suite exposé à la pornographie. Bien sûr, mais à 12 ans, on est censé avoir un téléphone qui est protégé en tant que parent. La première chose que je vais faire, c'est de mettre un contrôle parental, expliquer pourquoi je mets un contrôle parental et ouvrir le dialogue le plus possible avec mon enfant. Mais c'est à nous tous de prendre nos responsabilités une fois de plus. Vous pensez que les sites n'ont aucune responsabilité? Ah si, totalement. Mais c'est ce que je viens de dire. En fait, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Par exemple, moi, ce que je dis à mes collègues de travail, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de faire attention à ce qu'on poste. Parce que les images porno se trouvent sur des sites porno, mais sur Twitter, on retrouve de tout, et même des contenus qui sont totalement illégaux, notamment de la pédopornographie. Donc, voilà, c'est à nous tous de prendre nos responsabilités. Armelle Le Bigot-Macot, quelle question avez-vous envie de poser à Nikita Bellucci? Moi, je vais poser la question à la professionnelle, c'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, par rapport à sa petite fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais c'est quand même, Monica Bellucci, l'image qu'on transmet à travers ces émissions, elles imprègnent, je l'ai dit, profondément le cerveau des enfants. C'est-à-dire, quand je dis profondément, c'est que ça devient, et je le vois sur l'explosion aujourd'hui du phénomène prostitutionnel chez les tout jeunes, puisque ça commence de plus en plus tôt, c'est l'idée que voilà, au fond, comme il y a cette domination masculine dans les rapports sexuels tels qu'ils sont présentés dans la pornographie, et ben au fond, la revanche que prennent les gamines qui, effectivement, et c'est bien tout le problème de la prostitution, c'est qu'elles sont consentantes au départ, ça change après quand elles sont sous l'emprise des proxénètes, mais c'est effectivement, on fait payer les mecs, c'est-à-dire que du coup, on est dans une représentation. Est-ce que ça favorise la prostitution de certaines de jeunes filles qui... Qu'est-ce que vous en pensez, Nikita Bellucci? Alors, la prostitution et acteur de films pornographiques, ce n'est pas le même métier, qu'on soit bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Maintenant, ce n'est pas au film porno, ce n'est pas à l'industrie du porno de faire l'éducation sexuelle des enfants.
Maintenant, voilà, il y a plusieurs débats dans cette question aussi. On parle de violence qu'il y a eu. Mais est-ce que selon vous, je vais être encore plus direct, est-ce que selon vous, le porno qu'on peut voir aujourd'hui dégrade l'image de la femme? Ça dépend ça dépend si vous prenez du recul sur ce que vous voyez. C'est des films, c'est de la comédie, il faut prendre du recul sur ce qu'on voit. Maintenant, un enfant qui est exposé à ces images-là n'a pas ce recul. Donc c'est à nous de déconstruire tout ça aussi. Laurence Rossignol, qu'avez-vous envie de dire à Nikita Bellucci? Je ne sais pas ce que dire à Nikita Bellucci, on a l'occasion de discuter de temps en temps, mais peut-être aux auditeurs. D'abord, non, le porno, c'est pas de la comédie. C'est pas simulé. C'est la différence avec la comédie. La comédie, c'est simulé. Dans un film où on tire à coup de fusil sur un acteur, il n'y a pas de coup de fusil. Quand dans un film sur le trafic d'organes où le protagoniste vend un rein, non, on ne leur tire pas un rein. Dans le porno, il n'y a pas de simulation. Tous les actes sont réels. La pénétration est réelle, la double pénétration est réelle, la fellation est réelle. Tout est réel pour les acteurs. Donc déjà, ça change un petit peu les choses. Donc c'est la première remarque. Après, je veux bien que tout le monde prenne ses responsabilités. Et c'est pour ça que moi, je propose que l'État prenne les siennes, en effet. Et prendre ses responsabilités pour l'État, c'est rendre impossible l'accès à du porno pour des mineurs et nettoyer le porno et les contenus de l'industrie pornographique de tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Nous prenons nos responsabilités. Moi, en tant que législateur, je prends mes responsabilités en la matière. Je n'attends pas des sites porno qui les prennent. Alors, Nikita Bellucci, vous êtes d'accord avec ça? mais totalement. Après, je suis aussi également productrice et le porno que je produis, que je réalise également avec mon mari, oui, l'acte sexuel est réel, mais pour autant, il est simulé. Je ne suis pas à la recherche de plaisir avec mon partenaire avec qui je travaille. Pas du tout. C'est un fantasme que je mets en image. Ça s'arrête là. Mais c'est la pornographie que moi, je fabrique. Et que plein d'autres fabriquent aussi. Mais est-ce qu'on devrait, je sais pas, pardon, mais quand on parle d'inceste, on en parlait, de zoophilie, est-ce qu'on devrait vraiment aller jusqu'à interdire ces pratiques-là? Mais bien sûr. Elles sont illégales, Jean-Jacques. Oui, mais interdire, oui, l'accès n'est pas illégal. Malheureusement. Malheureusement, interdire l'accès, carrément. Bien sûr, parce que moi-même, quand je regarde des films pour ma consommation personnelle, quand je tombe sur des scènes où il y a écrit inceste, je suis la première à être choquée. On ne peut pas faire de l'argent sur ce genre de choses. C'est illégal. Oui, il faut nettoyer. Oui, Laurence Rossignol. Oui, mais je trouve que la zoophilie est peut-être l'exemple le plus facile à comprendre. La maltraitance aux animaux est une infraction pénale. Toutes les scènes porno-zoophiles sont une infraction pénale pour maltraitance aux animaux. Et je ne vous parle pas de la maltraitance. Il n'y a pas de zoophilie en France. En France, il n'y a pas de vidéos zoophiles. La zoophilie, généralement, je ne sais pas s'il y en a en France qui sont... La question n'est pas tant de savoir si elles sont produites en France que si elles sont accessibles en France. Elles sont accessibles avec mon téléphone portable. J'ai vu des choses horribles et avec des mots-clés très faciles. Elles le sont, elles le sont même en libre accès sur Twitter. Est-ce que l'État se donne les moyens et est-ce que nous coupons l'accès à ces sites-là? Est-ce que là, on porte atteinte à la liberté et de création et de diffusion et des spectateurs? Il faut porter atteinte aux libertés qui portent atteinte à la dignité humaine. Et c'est de cela dont on parle quand on parle de pornographie. Merci Laurence Rossignol, merci d'avoir été avec nous. Nikita Bellucci, merci beaucoup. Merci vraiment. Armelle Le Bigot-Macot aussi. C'était un débat très intéressant. Ça permet de réfléchir. On ne va pas évidemment résoudre tous les problèmes, apporter toutes les solutions, mais au moins on les met sur la table. Et à partir de là, effectivement, c'est au législateur de prendre sa responsabilité. Et oui, c'est là où le rôle de législateur est important. Il est 11h56. Merci à vous aussi.
aussi Thomas Romer d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez. 0826 300 300. Tous les jours un débat, vous le savez, entre 11h et midi pour essayer de réfléchir, pour essayer de faire avancer les choses quand on peut et pour essayer d'écouter vos témoignages, vos réactions. 0826 300 300. À tout de suite, entre midi et midi et demi, nous allons parler des francs-maçons, de la franc-maçonnerie avec mon invité Alain Boer qui publie l'encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons. Ça va être passionnant parce qu'il a plein de choses à nous dire. D'abord, j'ai appris des quantités de... Bon, j'ai appris beaucoup en feuilletant et en lisant le livre d'Alain Boer. J'ai appris que Bach, Mozart, je ne sais pas moi, je prends quelques exemples, Churchill était franc-maçon. Allez, à tout de suite.